Donc Frédéric Bizard, tout le monde le connaît. Frédéric, c'est un habitué de l'Académie nationale de chirurgie. Alors vous avez entendu le pour, maintenant vous Frédéric, c'est le contre. Je crois, oui. Voilà, bon, c'est bien. Oui, oui. Allez-y Frédéric. Bien, merci Monsieur le Président, merci à l'Académie de me proposer d'intervenir. Alors, il se trouve que j'ai mené des travaux il y a 2 ans pour la Sofcote qui ont nourri ma conviction, puisque je n'avais aucun a priori, même si en termes de... J'ai travaillé sur ces modes de paiement, mais j'ai aucun a priori, aucune raison d'être pour ou contre a priori. Mais il se trouve que quand vous regardez un petit peu, quand vous soulevez le capot de cette belle théorie que Hayden a tout à fait bien expliquée, vous apercevez vite que d'une part, ça ne peut pas fonctionner de façon générale, et encore moins dans le système français tel qu'il est conçu actuellement. Donc ça reste un mirage. Alors en effet, ça a été, voyons rapidement les expériences suédoises et américaines, parce qu'il ne suffit pas de dire que ça a été testé ailleurs, il faut regarder un petit peu ce que ça a donné, et il y a énormément d'études, puisque ça date d'une 12aine d'années, et qui ont relaté les résultats. Alors à Stockholm, il y a eu le but était de supprimer les longues listes d'attente en chirurgie. Vous savez qu'ils ont un système relativement étatiste qui est géré à l'anglaise avec des listes d'attente, et donc ce qui devenait insupportable, et donc le gouvernement a souhaité un petit peu réduire ces listes d'attente, donc a engendré une réforme qui comprenait le paiement groupé, le bundle payment, sur la prothèse totale de hanche, avec un libre choix de son établissement, ce qui n'était pas le cas avant, une suppression des plafonds de volume par établissement. Donc vous voyez une ouverture, un changement assez structurel du système. En 2009, il y avait un système de santé qui était géré par les régions, un système essentiellement public, et un leadership mondial dans la numérisation des données médicales et leur utilisation à des fins de bonne pratique. Ça fait depuis les années 70 que le système suédois est en effet extrêmement numérisé, ce qui est absolument essentiel pour mettre en place ce type d'expérimentation. Alors les résultats ont en fait été peu concluants, et surtout on ne peut pas les corréler à la mise en place de l'épisode de soins, donc qui s'est fait parmi un ensemble de mesures. Il y a un transfert massif d'activités qui s'est fait des CHU vers les centres spécialisés, vers le secteur privé, c'était l'objectif du gouvernement. D'un fonctionnement d'économie planifiée, le système de santé a évolué vers un système d'économie de marché avec une mise en concurrence des centres et un libre choix des usagers. En 2009 et 2010, il a été constaté certains effets positifs avec une baisse des arrêts maladie de 17%, une baisse de 26% des complications, une baisse des coûts de 20% pour le financeur public par patient. Mais le lien de causalité ne peut pas être attribué au bundle payment. Tout ça est sourcé dans les travaux que je vous ai indiqués, qui sont sur le site de la Sofcote, je pense toujours, et pour lequel je n'ai pas vu de contre-rapport. Donc je me dis que ces données doivent être toujours valables. Le transfert vers des structures moins lourdes explique en grande partie la baisse des coûts, et l'impact sur les patients est mitigé. Il n'y a pas d'amélioration de la prise en charge de la douleur ni de la qualité de vie, et il y a une hausse du reste à charge du fait des forfaits de bundle payment qui sont trop faibles pour les structures. Sur le système américain, donc à grande échelle, on voit que les effets négatifs l'emportent. Bien sûr qu'il y a des effets positifs, bien sûr qu'il y a un intérêt intellectuel à la démarche, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce qu'il faut regarder, c'est en pratique, qu'est-ce qui l'emporte entre les effets négatifs et les bénéfices. Malgré l'absence de démonstration probante des bénéfices du bundle payment dans les expérimentations qui ont été menées dans le début des années 2000 aux États-Unis, les Américains, qui sont tout à fait dans cette logique-là du payment à la performance, ont lancé à grande échelle deux grands programmes, l'un national basé sur le volontariat qui comprenait 48 épisodes de soins, qui était le BPCI, et un autre localisé obligatoire, ciblé PTH et PTG, qui était le CGR. Il y a un impact organisationnel absolument majeur sur les structures hospitalières. Il y a un impact organisationnel absolument majeur à la mise en place des épisodes de soins. Vous connaissez le contexte actuel de notre système. Il y a une organisation qui doit être dédiée au bundle payment, une numérisation qui se fait à marche forcée, un besoin d'investissement lourd pour la formation et pour les nouvelles technologies.
il y a un impact économique qui est peu clair, c'est-à-dire que le potentiel de gain se situe essentiellement sur les soins post-opératoires. Le cas des patients extrêmes biaise les résultats sur plusieurs années car le système est pensé à partir des coûts moyens, sans personnalisation possible de ces coûts. Bon, pas entrer dans le détail peu technique. Il y a un forfait identique sur tous les territoires qui est incompatible avec la grande variabilité des pratiques au sein d'une même région et entre les régions. C'est encore plus vrai pour la France, on l'a vu tout à l'heure avec quelques données. Après plusieurs expérimentations, c'est un échec de la mise en place, notamment j'ai pris la Californie puisqu'on est incomparable en termes de population à la France. Pourquoi? Un fardeau administratif trop lourd, un manque d'infrastructures techniques pour gérer le process et payer les réclamations. Il y a des désaccords sur la définition de regroupement et la prise en charge du risque. Il y a un scepticisme sur l'impact du bundle payment et sur la qualité des soins et leurs coûts. Il y a des biais de sélection constatés sur la population de patients vulnérables. Le forfait fixe génère des refus de soins de patients trop fragiles ou des reports de soins au-delà de la période du bundle payment en cas de complications, et transfert de coûts post-bundle payment. Mise en place d'un tri des patients par les administrations hospitalières sous Medicare pour écarter les patients les plus fragiles, ce qui a conduit, particulièrement ce dernier point, en janvier 2018, la demande au Congrès par la commission de conseil du Medicare de supprimer le programme de bundle payment car trop coûteux et trop inefficace. Une étude intéressante qui a été réalisée par Harvard et par les universités d'Harvard et de Pittsburgh qui a démontré que cette politique de la carotte et du bâton n'a pas amélioré la santé des patients, a nuit aux patients les plus pauvres et les plus malades, a encouragé les médecins et les hôpitaux à éviter les patients plus malades qui réduisent les scores de qualité en raison de facteurs indépendants de l'action des médecins, a créé des interruptions dans les soins médicaux nécessaires, a réduit la satisfaction professionnelle et le professionnalisme des médecins. Le bundle payment est donc un paiement à la performance dont l'expérience américaine a démontré qu'elle ne réduisait pas les coûts et n'améliorait pas la qualité, tout en produisant un impact négatif sur les soignants et les patients. Alors, dans le contexte français, on a une incompatibilité avec le bundle payment. Vous avez déjà quelques éléments que j'ai indiqués, vous voyez que notre système est un petit peu en retard par rapport à ça. D'abord, on a un système hospitalier qui est composé d'opérateurs publics et privés en concurrence avec un libre choix de son établissement pour les patients. Il n'y a pas de liste d'attente pouvant justifier un changement de distribution de l'activité entre le public et le privé. Il y a une numérisation des données médicales qui est balbutiante. Il y a des opérateurs de soins en ville et à l'hôpital sans lien structurel et statutaire. Il y a des médecins libéraux sur les plateaux lourds dans le privé non rémunérés par les structures hospitalières. Qui sont tout ça, qui en font un contexte difficile à rendre compatible avec les prérequis du bundle payment. Il y a une situation financière qui est tendue dans de nombreux hôpitaux, c'est un euphémisme d'avancer ça, de même que pour les cliniques privées avec une marge nette qui est autour de 1%, donc une capacité d'autofinancement extrêmement fragile, et il y a un manque d'indicateurs de résultats sur la qualité utilisée dans les structures. Donc je n'ai pas trouvé de prérequis majeurs pour la mise en place d'un paiement à l'épisode de soins qui soit rempli dans le système de santé français. Certaines spécificités du système hospitalier français réduisent l'intérêt d'un tel système pour un système de santé, des taux de reprise et de complications parmi les plus faibles au monde. Alors, il y a un certain nombre de priorités, certes, mais quand vous regardez les chiffres en France, les taux de reprise et les taux de complications, j'ai pris la PTH, sont quand même extraordinairement bons par rapport aux pays que l'on a cités. Donc, je dirais que s'il y a toujours une marge d'amélioration, c'est pas forcément ces objectifs-là qui sont essentiels aujourd'hui ou qui sont prioritaires. L'absence de prérequis est une garantie d'échec du paiement à l'épisode de soins. Je serais intéressé par écouter la CNAM nous dire si le démarrage de ces expérimentations, puisque j'ai complété cette analyse par des petites interviews que j'ai faites sur des gens qui travaillent sur l'article 51, et on est toujours, après 2 ans de palabres, à essayer de trouver le bon process, le bon protocole. Donc on voit bien que cette absence de prérequis complique la chose. Si les effets négatifs qui ont conduit à la demande de retrait aux USA ne manqueront pas de s'exprimer dans le contexte français, les expérimentations pourraient mettre en danger certains chantiers de transformation en cours, l'installation du DMP, la mise en place d'indicateurs de résultats, une gouvernance par la qualité, tout ce qui, peut-être de mon point de vue, est peut-être un petit peu plus important. L'instauration du paiement à l'épisode de soins est une mauvaise réponse à une vraie question d'inciter les opérateurs, comme ça a été dit avant moi. En effet, il y a des moyens d'incitation à maximiser la pertinence des soins tout en maximisant la satisfaction des usagers.
Bon, il faut savoir que globalement c'est un concept flou. Je dis un brin démagogique parce que la difficulté de s'opposer à ce type de concept, c'est quand vous dites au grand public qui ne connaît pas bien la santé, est-ce que ça vous paraît intéressant de payer à la performance les établissements et les professionnels de santé, tout le monde est plutôt pour. Bon. Donc c'est toujours cette force du concept et sa simplicité à comprendre, sa faiblesse et son inefficacité. Comme le disait Mencken, pour chaque problème il existe une solution simple, évidente et erronée. Critique connue de la rémunération sur des indicateurs chiffrés. Un célèbre confrère, Robert Lucas, disait qu'il faut éviter de se baser naïvement sur des statistiques passées pour prédire le comportement futur des agents économiques. Une corrélation observée peut devenir trompeuse si elle est utilisée dans un but de prévision et d'évaluation. Cela présume que les agents ne vont pas modifier leur comportement face à un nouvel indicateur qui, comme ça a été indiqué, souvent est le cas, les agents modifient leur comportement pour s'adapter à l'indicateur choisi. La loi de Goodhart, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Si vous prenez la consommation d'antiseptiques qui a une corrélation avec la qualité des soins, plus vous consommez en général d'antiseptiques, meilleure est la qualité des soins, mais il suffit de renverser des bidons d'antiseptiques dans le lavabo et donc vous aurez une bonne évaluation de la qualité des soins. Le mirage du paiement à la performance, ça a été utilisé par un des hauts fonctionnaires qui a été à un moment d'ailleurs à la CNAM, qui parle de mirage, qui connaît bien le sujet. Il y a une difficulté d'identifier des indicateurs de qualité sur lesquels faire varier la rémunération des soignants. L'expérimentation du bundle payment, c'est le paiement à l'épisode de soins, sur la PTH, le taux de réhospitalisation, on voit bien que là il y a le biais évoqué par Lucas et Goodhart, se traduit inévitablement par une sélection des patients pour optimiser les scores de qualité, puisque c'est principalement ce taux qui est utilisé. Donc c'est évidemment une approche antisociale et discriminatoire, incompatible avec la médecine française. Ça a même gêné le système de santé américain, c'est peu dire. Le P4P est incompatible, le paiement pour la performance est incompatible avec deux piliers déontologiques. Je rappelle qu'il y a une obligation de moyens mais pas de résultats en médecine, c'est l'article 32, et que la médecine ne peut être pratiquée comme un commerce, c'est-à-dire que améliorer la qualité parce qu'on va avoir une prime, et en théorie, pas véritablement dans l'éthique médicale. L'acte médical n'est pas une marchandise échangée contre une contrepartie financière. La prime au vendeur pratiquée dans le commerce est inapplicable en santé. Si la qualité médicale ne peut être laissée dans les mains de l'administration, qui a un rôle de régulateur, évidemment, elle doit être prise à bras-le-corps par le corps médical en matière de formation initiale et continue, de consensus sur des critères d'évaluation, de mise en place d'une gouvernance de la qualité, d'évaluation régulière de la qualité des soins par les pairs, d'évaluation de la satisfaction des patients, de transparence des critères de qualité du processus d'évaluation. Là-dessus, on sait qu'il y a des marges de progression dans notre système de santé à faire, et ça c'est véritablement les déterminants de qualité qui sont nettement moins contestables et nettement plus prioritaires. Quel que soit le système de santé, le P4P est structurellement inadapté à la santé, d'où les effets pervers qui l'emportent sur les bénéfices. Les négociations en cours depuis 2 ans et non abouties sur les modalités techniques de mise en place donnent une idée de l'usine à gaz administratif, parce que c'est une usine à gaz administrative, quoi qu'on en veuille, y compris dans les pays qui l'ont déjà mis et qui sont nettement mieux numérisés que nous. Mettre en place le P4P dans le cloisonnement sectoriel institutionnalisé des GOS, CNAM, GHT revient à fixer des objectifs aux professionnels de santé impossibles à atteindre. Outre un timing inapproprié, c'est une diversion inutile dans un contexte d'urgence de refondation globale de notre système de santé qui devrait être au cœur des préoccupations. Peut-on... alors, c'est la question, c'est que la première victime de ce P4P, vous l'avez vu avec la différence de chiffres entre le privé et le public, vous connaissez l'organisation à l'hôpital public, la lourdeur administrative, tout ce que l'on connaît, forcément c'est l'hôpital public. Il y a un problème, c'est qu'on met tout le monde sur la ligne de départ, mais avec des moyens et des organisations qui sont très différentes. Puisqu'on va payer à la performance, il faut qu'on considère que chacun a les mêmes moyens et part au même niveau, ce qui, on le sait, est loin d'être le cas du fait de la crise de l'hôpital public qu'on connaît bien. Donc ça me faisait penser un petit peu à la prise de Constantinople en 1436, où vous aviez les Turcs qui entraient dans Constantinople et les prêtres byzantins qui discutaient du sexe des anges. Est-ce que c'est véritablement la priorité aujourd'hui dans le système hospitalier de mettre en place, avec toute l'énergie et les ressources que ça nécessite, qui sont absolument colossales,
Personnellement, je pense que non. Donc je transmets au directeur de la CNAM se faire part de décès du bundle payment. Bravo, merci. Voilà. Bah, écoutez, moi j'ai compris que vous étiez contre. Alors, tenez monsieur, vous allez venir ici parce qu'il faut maintenant ouvrir la discussion. Alors, on va respecter la distanciation. Tenez, vous allez prendre la place du président. Comme ça, le modérateur sera entre les deux. On va faire, voilà. Installez-vous. Et on va ouvrir la discussion. Alors, Pas de chaise pour... tu demandes la parole. Alors, tu réponds. Je vais poser une question. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Taj m'a dit que la prise en charge, donc le paiement à l'épisode de soins, alors je relis exactement, ce n'est pas un moyen de faire des économies. C'était sur une de vos diapos. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pourriez expliciter? Parce que moi, je me souviens que lorsque le PMSI a été créé il y a maintenant une quarantaine d'années, tout le monde a juré, a dit non, mais ça ne servira jamais à payer ou à rentrer dans un système de paiement, etc. Voilà. Donc moi, je vous crois. Ici, vous savez, vous êtes invités, il n'y a aucun problème, mais donnez-nous des preuves. Je ne sais pas si je ne devrais pas commencer par une minute de silence puisqu'on vient d'annoncer le décès de cette expérimentation. Non, plus sérieusement, d'abord, juste comme un tout petit point, bundle payment, épisode de soins et puis 4P, même s'il y a des recouvrements, ça n'est pas la même chose. Donc je pense qu'il faut faire attention dans ces concepts et j'ai bien pris la peine de dire que nous n'étions pas dans une approche comme pouvaient l'être les premières expérimentations américaines, c'est le cas, une approche purement financière de modélisation économique des parcours, mais bien sur une approche qui est basée sur l'analyse des parcours et des pratiques médicales, ce qui est une grande différence. Et par ailleurs, malgré les recommandations, effectivement, sur certains épisodes de soins, parce que c'est certains épisodes de soins qui a fait l'objet de cette recommandation dont vous avez parlé, il y a un certain nombre d'épisodes de soins qui continuent. Alors, sur la notion de faire des économies, dans l'expérimentation que nous menons, cela se matérialise d'une façon très simple, c'est que l'enveloppe qualité qui est allouée qui va être redistribuée entre les acteurs, elle est redistribuée intégralement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des gains, par exemple une diminution des complications, une diminution des hospitalisations, ils sont dans le modèle que nous expérimentons redistribués intégralement aux acteurs, notamment parce qu'on pense que l'enjeu c'est pas forcément d'avoir amélioré vos résultats et vous serez récompensé, c'est plutôt de dire pour pouvoir améliorer les résultats, il faut qu'on puisse redéplacer les ressources, probablement plus souvent en prévention que lorsque les complications surviennent. Aujourd'hui, on paye les complications et on ne paye pas la prévention des complications, même si c'est dans un certain nombre de cas pris dans le paiement des acteurs. L'idée, c'est parce qu'il y a cette expérimentation, elle n'a pas été inventée par la CNAM, elle a été, et ni la science, ni le ministère. Il y a des acteurs qui sont volontaires, qui travaillent avec nous depuis le début et qui font avancer. Alors, on peut être pour ou contre les modalités d'organisation qu'ils promeuvent, mais en tout état de cause, ils travaillent avec nous là-dessus depuis le début et je pense que pour la plupart d'entre eux, on pourrait en discuter avec eux parce que tout le monde n'est pas forcément au même niveau de compréhension de ça, mais ils continuent là-dessus parce que je pense que la façon dont on travaille, la façon dont on a mené cette expérimentation, la façon dont on continue à la mener, et je vais juste dire, ces 2 ans, ils sont prévus dans le calendrier initial, on est tout à fait en ligne, on a quelques mois de retard, la situation actuelle, Covid, explique que, par exemple, le début opérationnel sur le cancer du côlon devait se faire en septembre, on peut bien comprendre qu'il y a quelques mois de retard, donc on n'est pas du tout dans une expérimentation qui est enterrée, qui est enferrée dans la discussion, on est sur le calendrier qui avait été prévu parce qu'on sait la difficulté. On parle de BPCI, ça a été commencé effectivement aux États-Unis au début des années 2000 et malgré toutes les critiques qu'on a pu entendre, il existe toujours et c'est pas uniquement parce qu'il y a une volonté de l'administration de le faire, c'est aussi parce que Medicare pense qu'il y a des éléments qui permettent d'améliorer les choses. Et je terminerai sur la numérisation des données de santé. Je pense qu'il faut faire bien la distinction entre les registres de qualité que les Suédois font, ce sont des anglo-saxons, ils ont cette culture depuis très longtemps, et le SNDS qui n'est pas numérisation des données de santé, et pour avoir longuement échangé avec nos homologues suédois, ce qu'ils ont en plus dans ces registres qualité, ils l'ont en moins sur les données du SNDS que nous avons. Et nous travaillons à enrichir ces données. Et par ailleurs, pour la mise en place de leur expérimentation, et je pense qu'il y a quelques évaluations plus récentes qui donnent des modèles et des résultats un petit peu plus favorables à cette expérimentation, ils ont mis en place des recueils de données complémentaires, ce qui montre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les données au début qu'on ne va pas forcément mettre en place ces éléments. Écoutez, merci
merci de ce complément d'information. On va ouvrir la discussion. Alors maintenant, je serai d'une neutralité absolue parce que je suis obligé de dire que moi, je suis chirurgien orthopédiste. J'ai eu des fonctions présidentielles à la Sofcote et vous vous en souvenez certainement. J'ai été l'un des acteurs qui vous avait sollicité, Monsieur Frédéric Bizard, pour faire cette analyse, puisqu'on avait été saisi par la CNAM vis-à-vis de ce dossier de l'épisode de soins. Donc, je ne dirai plus rien, c'est un fondement éthique. Vous voyez que je vous ai laissé la parole parce que pour terminer effectivement sur un bulletin de décès, je me suis dit que c'était quand même un petit peu dommage. Et pour lancer la discussion, maintenant celle-ci est ouverte. Allez-y. Il y a un point qui m'interpelle là sur le paiement à l'épisode de soins. Tu as dit que ça permettait donc une meilleure analyse des parcours. Mais est-ce qu'il n'y a pas un gros risque à partir du moment où l'ensemble d'une prise en charge chirurgicale est un package qui comprend les épisodes préopératoires et les épisodes post-opératoires? Est-ce qu'il n'y a pas un grand risque de transformer ce parcours en une véritable filière captive, à la fois des éléments et des acteurs préopératoires et acteurs post-opératoires? Par exemple, quand on opère un patient, est-ce qu'on pourra continuer à avoir le choix du SSR si celui-ci est nécessaire, sachant que selon le type de pathologie ou même selon le type de patient, on peut choisir différents types de SSR? Alors chacun des intervenants répondra pour que ça soit un peu équilibré, on est bien d'accord. Alors allez-y puisque la question vous est posée, voilà. Merci. Alors, c'est pas tant le paiement à l'épisode de soins qui permet de mieux visualiser les parcours, c'est la compréhension, la visualisation et l'analyse des parcours qui peuvent rendre ce mode de financement plus pertinent. Alors effectivement, si on était dans un modèle de financement prospectif, c'est-à-dire où le forfait viendrait à remplacer de manière prospective, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas dans l'expérimentation française et qui a effectivement un certain nombre dans l'hypothèse où on voudrait le faire, un certain nombre de barrières, la question pourrait se poser. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas puisqu'on est sur un forfait qui est un forfait virtuel, qui est calculé à la fin de l'année, et forcément le libre choix reste toujours, et on est dans un système de santé où ce libre choix demeure, il n'y a pas de raison que cette expérimentation le modifie. Donc votre réponse, pour rapport au choix, je traduis, c'est non, on va pas employer un langage politique, vous voyez ce que je veux dire? La réponse est oui, vous aurez toujours le choix. Mais Monsieur Bizard, si tant est qu'il existe en réalité dans les territoires. Ce paiement a quand même vocation à un jour ou l'autre à ne plus être virtuel. Pas forcément. Il y a des pays qui sont restés au stade du paiement virtuel, justement parce que vous n'avez pas forcément d'intégration des acteurs autour de filières de soins et qui arrivent à demeurer sur ces organisations-là. Ça fait partie des points, je vous dis, c'est une expérimentation, ça fait partie des points qu'on va évaluer, et comme l'a très bien dit Thomas Fatton tout à l'heure, si il y a des éléments d'expérimentation qui s'avèrent infructueux ou négatifs, eh bien on en tirera les conséquences et ils ne seront pas proposés à une éventuelle généralisation, une éventuelle suite. Monsieur Bizard. Oui, d'abord, l'épisode de soins et le bundle payment, c'est juste l'un et la traduction française de l'autre, vous m'enverrez si ce n'est pas le cas, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est un paiement à la performance, qui n'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'on va essayer de lier des résultats au paiement de l'établissement et des acteurs. C'est pas, mais il ne faut pas se voyez là-dessus se cacher par rapport à ça. En effet, l'objectif, c'est non pas de faire des économies, mais d'améliorer l'efficience. C'est-à-dire qu'avec la même quantité de ressources, d'avoir des meilleurs résultats ou avec un usage de ressources moins important. Donc ce sont des modèles qui permettent, qui recherchent en tout cas des gains d'efficience. Mais le point qui est toujours lié, c'est qu'encore une fois, il y a une forme de séduction intellectuelle. J'ai passé 10 ans aux États-Unis, on a beaucoup travaillé là-dessus, puisque ça vient véritablement de travaux américains. La chose essentielle, c'est que vous avez des méthodes beaucoup plus efficaces et qui pourraient être appliquées en France demain matin sans du tout mettre en cause une usine à gaz qui est particulièrement inappropriée dans l'état actuel du système. Je vous en prends un qu'on appelle le profit sharing, c'est-à-dire le partage de profit. Vous voyez, on est toujours dans l'argent de ce que ça coûte. Vous avez des établissements qui font beaucoup de chirurgie ambulatoire, beaucoup de RAC et d'autres qui n'en font pas. Bon.
il est vrai que ceux qui font beaucoup de RAC, beaucoup de chirurgie ambulatoire, font faire des économies à leur établissement. Je parle du public, mais on peut parler du privé. Font faire des économies substantielles à leur établissement sans du tout n'avoir de retour financier. Donc si on veut aller sur des incitations de ceux qui font la chirurgie pour améliorer l'efficience, c'est là où je dis que c'est inapproprié dans l'état actuel. Vous voyez qu'il y a quelques marches avant d'aller dans un système ultra complexe, parce que je pense que vous partagerez le fait que c'est extrêmement complexe à mettre en place, et encore une fois, ça nécessite des investissements lourds et une organisation très dédiée à ça. On pourrait très bien, demain matin, mettre en place des systèmes incitatifs qui soient purement incitatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdants, mais ceux qui ont ce qui est considéré comme un peu le standard aujourd'hui, si on prend la RAC ou autre, avoir un retour. Donc voilà, et donc je pense que, encore une fois, ces gains d'efficience, il ne faut pas se le cacher, et on en a besoin. Il y a besoin d'essayer d'inciter les professionnels à faire des gains d'efficience. Je préfère parler de gains d'efficience que de qualité ou de pertinence, parce qu'il y a aussi une petite musique comme quoi, dans le système de santé français, il y aura quand même un problème de qualité et de pertinence. Non, ce qui n'empêche qu'il y a des marges de gains d'efficience réelles qu'il faut essayer de mettre en place. Merci. Alors, le secrétaire général et le professeur. Parfait. Le secrétaire général. Cette histoire de parcours de soins, ça paraît effectivement, comme ça a été dit, très ambitieux dans notre système de santé qui est complexe, qui est riche. Enfin, c'est bien d'avoir deux secteurs, bon, enfin, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Moi, ce qui m'apparaît quand même, c'est qu'il manque de marqueurs qualité. On ne dispose pas de beaucoup de marqueurs qualité. Et or ça, c'est un gain pour les patients, pour les professionnels et pour le système de santé. Or ces gains, ces marqueurs qualité, il y en a très peu. Il y a les travaux sur la pertinence des soins qui sont quand même très très rares encore, et qui seraient vraiment un bon marqueur qualité. Il y a les taux d'hospitalisation ou de réintervention, mais là encore, ça c'est plutôt un marqueur quantitatif. On sait que quand il y a un problème, les équipes réagissent de façon très diverse. Il y en a qui sont très efficaces, il y en a d'autres beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle le failure to rescue. Ça, c'est un marqueur qualité, et ça a des incidences financières claires. Et donc, bon, moi je pense que votre projet est très ambitieux, mais je me demande si l'occasion ne serait pas, puisque vous allez faire en fait une quarantaine d'audits, vous allez voir ce qui se passe en pratique, de voir là où sont les problèmes en termes de prise en charge des patients et en termes financiers, et donc en termes financiers. Et c'est ça, c'est par ce biais-là que probablement on devrait progresser et fluidifier et améliorer la prise en charge et identifier des marqueurs qualité. On a des marqueurs quantité. On va parler de la bariatrique, on connaît les marqueurs quantité. Mais en termes de marqueurs qualité, on n'a pas beaucoup de marqueurs qualité. Or ça aura un impact très fort, et ça vous permettra peut-être de mettre en place des parcours de soins pour des patients qui seront au milieu de la courbe de Gauss, parce qu'effectivement, on voit bien le problème des extrêmes. Alors, les marqueurs de qualité, on va changer, voilà. Non, je crois que je partage ça, c'est que même si on peut être convaincu ou pas convaincu sur la finalité, l'intérêt de l'épisode de soins, on met la charrue avant les bœufs. Il y a aujourd'hui, dans l'état actuel de notre système, un certain nombre d'étapes à franchir, sur notamment la mise en place de marqueurs de qualité reconnus et appliqués. À mon avis, sur une gouvernance de la qualité, c'est quelque chose de complexe, gouvernance par les pairs. On voit aujourd'hui et c'est là où on voit la qualité des professionnels de santé, parce que avec une absence et d'indicateurs et de gouvernance de la qualité, on est quand même vu, en tout cas en ce qui concerne la chirurgie, pour un des meilleurs systèmes encore aujourd'hui à l'échelle individuelle au monde. Mais clairement, et là je comprends les travaux, enfin la volonté de la CNAM d'essayer de davantage mesurer tout ça et de pouvoir à l'échelle collective, puisqu'on sait que ce sont des parcours pas simplement de soins, mais des parcours de santé, des parcours de vie, donc il faut essayer de travailler sur le long terme. Mais pour la chirurgie, il y a
4, 5, 6, je dirais, choses à mettre en place aujourd'hui qui sont reconnues comme essentielles, comme les déterminants de la qualité et de la pertinence, qui ne sont pas en place et qui sont prioritaires à une expérimentation, à mon avis, l'épisode de soins. Merci, Monsieur Tajmadi. Oui, alors deux choses. D'abord, effectivement, les audits c'est pas des audits au sens propre du terme, mais les travaux ont commencé. Ce que vous a montré Bertrand Millat était un échantillon, mais chaque établissement a eu une présentation très précise de ses taux de réhospitalisation, de données, non pas dans la logique de vouloir lui donner la leçon, mais de pouvoir échanger avec eux sur ses pratiques, sur ses données. Et ça a été des temps très riches d'échanges, à la fois avec chaque établissement et avec l'ensemble des établissements. Donc c'est un travail qui est en cours, avec principalement pour l'instant les données du SNDS, parce que ce sont celles dont nous disposons. Et sur les marqueurs qualité, il y a des recueils complémentaires, j'en ai parlé, qui sont prévus, qui sont déjà pour certains d'entre eux commencés, que ce soit sur l'expérience patient ou sur des données cliniques plus fines qui vont nous permettre, uniquement sur l'échantillon participant, puisque par définition on va pouvoir recueillir ces données que sur les établissements qui participent, on va pouvoir enrichir ces données avec ces marqueurs qualité. Vous avez cité un certain nombre de marqueurs, certains peuvent être calculés à partir du SNDS, d'autres nécessitent des recueils complémentaires. On est tout à fait à l'écoute si jamais certains d'entre eux auraient été oubliés ou pourraient être mesurés, parce que c'est une expérimentation ouverte. Et évidemment, alors peut-être, pardonnez-moi si je n'ai pas été assez clair sur ce point-là, la qualité est un élément fondamental de cette expérimentation. Et ce que je voulais dire dans la présentation, c'est que le mode de financement, c'est la porte d'entrée de la présentation, mais la réalité, c'est que si on n'agit que sur le mode de financement, il ne se passera rien. Et c'est pour ça qu'on travaille. Ça peut paraître long de travailler pendant 2 ans, mais simplement arriver à travailler sur ces circuits organisationnels, arriver à faire en sorte que les acteurs se parlent, et pas seulement à l'hôpital, je finirai juste là-dessus, il ne faut pas oublier l'intérêt de l'épisode de soins, c'est aussi que, et ça a été montré par exemple sur les incitatifs, sur les taux de hospitalisation, les malus que Medicare a pu mettre, c'est que la prise en charge en ville, qui est souvent pas faite par les établissements de santé, elle est aussi très importante pour pouvoir détecter plus tôt les complications. Et aujourd'hui, les acteurs ils sont séparés, et le fait de les mettre autour de la table dans ces organisations pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, sans forcément mettre en place un paiement prospectif, mais au moins d'avoir ce schéma de discussion, c'est fondamental, parce que sinon on va rester sur quelque chose qui est centré sur l'hôpital, et c'est pas l'objectif de cette expérimentation. Albert Claude. C'est une question peut-être complémentaire. Je m'interroge sur finalement, est-ce que vous voulez prendre la température des hôpitaux qui coûtent cher, qui ont des pertinences de soins moindres que d'autres, mais vous comparez peut-être des établissements, il vous manque peut-être d'avoir une classification pour faire comme des groupes homogènes d'établissements qui ont les mêmes charges, les mêmes structures de soins, les mêmes capacités en personnel, etc. et les mêmes moyens diagnostiques d'exploration pour pouvoir dire entre des hôpitaux comparables, vraiment où est le processus de performance sur lequel on peut véritablement montrer qu'il y a des facteurs qui sont prédictifs d'une moindre ou d'une meilleure performance. Donc il faut prendre le thermomètre, vous ne l'avez pas. Je partage complètement votre analyse, et là j'ai élargi aux travaux que nous faisons sur la pertinence. On a dans un rapport qu'on publie chaque année, parlé de la pertinence, de la qualité et de la sécurité des soins, tout ce qu'on peut mesurer, quels que soient les outils, même si on est sur des registres cliniques hyper précis, à un moment ou à un autre, l'idée c'est pas de venir de l'extérieur expliquer aux gens quelle est la pertinence, quelle est la qualité, mais leur donner des outils pour comprendre la pratique et pour essayer de la faire évoluer. On se place en partenaire, c'est le thème de la journée, je pense que c'est vraiment important. On n'est pas là pour expliquer vous avez un taux de réhospitalisation plus élevé, vous travaillez mal. On est là pour dire pourquoi est-ce qu'entre ces établissements il y a des différences. Elles peuvent être liées à des problématiques, c'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes charges, mais ça peut être aussi des organisations et des pratiques différentes, et le fait de réfléchir, de travailler là-dessus, ça va nous permettre de faire évoluer les choses et d'avoir des modèles qui seront plus pertinents, sans mauvais jeu de mots. Monsieur Bizarre. En fait, le risque de cette expérimentation, c'est d'aller dans un cercle vicieux où les établissements les moins performants vont être mis sous une tension financière encore plus forte parce qu'elles sont moins performantes. Et donc, en théorie, elles doivent recevoir moins de financement que les établissements performants, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire dans un premier temps. C'est-à-dire que les établissements les moins performants, c'est probablement un niveau d'investissement supérieur qu'il faut apporter pour les remettre à niveau des établissements les plus performants. Donc, le risque, c'est un peu comme dans la chirurgie ambulatoire, où en fait,
fait, on a diminué les tarifs puisque les coûts moyens diminuent d'année après année, donc les tarifs pour tout le monde diminuent, mais c'est évidemment ceux qui sont le plus en retard en chirurgie ambulatoire qui restent le plus en retard. Et pour conclure, je pense que maintenant c'est lancé, donc il faut y être, mais par rapport à ce qu'a dit Hubert Joannet, je pense qu'il serait utile de lancer un grand chantier avec les sociétés savantes et les professionnels de santé, pas sur l'épisode de soins, mais sur l'amélioration des performances. Parlons quelque chose de bien, l'amélioration des performances qui passe par une amélioration de la qualité et de la pertinence et qui comprendrait ce qui a été dit en matière d'indicateurs, en matière de qui doit gouverner, en matière de recertification, quelque chose de plus large qui fait que si on abandonne l'épisode de soins en s'apercevant, comme on va probablement le faire pour peu que les expérimentations démarrent un jour, si on abandonne les paiements à l'épisode de soins, au moins on n'est pas perdu 3 ans par rapport à un chantier très important qui est l'amélioration des performances des établissements. Merci. Autre question? Alors, en ce qui concerne les index de qualité, je ne sais plus qui est-ce qui avait parlé de l'évaluation des index de qualité en fonction de la consommation de SHA, c'est-à-dire de solutions hydroalcooliques. C'est vous, monsieur Bizarre, en disant, écoutez, tel service, très bien, je vous donne la parole, finalement a un index de qualité, on va dire schématiquement, pas très bon, et puis on lui disait, oui, mais la quantité de SHA, donc on en commande du SHA, et puis le SHA, finalement, il est versé dans le lavabo et tout. Et puis on s'est aperçu quand même, même quand cette déviance, parce que c'est quand même une déviance là, il faut dire les choses très crûment, il y avait quelques gouttes quand même qui tombaient sur les mains du chirurgien, que ça améliorait quand même la qualité de soins en matière de prévention des infections nosocomiales. Alors bien sûr ce n'est ni statistique, mais c'est pour alimenter le débat. Donc il faut faire les indicateurs de qualité, oui, mais encore faut-il donner des critères de ceci et de leur, de leur interprétation. Qui est-ce qui avait demandé la parole? Oui, je vous en prie, allez-y. Un court commentaire, j'ai participé au projet Parcours de soins en chirurgie bariatrique pour l'Île-de-France, par exemple. Et donc il y avait des choses qui étaient effectivement plaisantes, genre aller être prise en charge par la Sécu, la CNAM, ce que vous voulez, les kinés, les diététiciennes, les psys, éventuellement les traitements vitaminiques, tout ça qui n'est pas pris en charge actuellement et qui est à la charge du patient. Et donc ça paraît assez plaisant comme ça et on est plutôt favorable. Mais quand on voit les difficultés, quand tout se passe au sein de l'hôpital, c'est facile, ou au sein d'une même structure, c'est facile. Quand on voit les difficultés de liaison entre le public, le privé, l'illustration du Covid nous le dit en permanence, les réas du public sont pleines et les réas du privé sont vides. Et puis il n'y a pas de lien entre les deux. Quand on entend les médecins généralistes qui n'arrêtent pas de nous dire « on est les premiers acteurs pour le Covid » et on nous met complètement dehors. Quand on voit que le suivi de la chirurgie bariatrique doit être fait par les médecins généralistes qui ne veulent pas s'en occuper, ce que nous a dit l'Académie de médecine, etc., on n'arrive pas à faire le DMP. Et donc vous partez sur des objectifs extrêmement ambitieux et plaisants. Et je pense que vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Je vais prendre votre défense là quand même, parce que non mais vous avez raison, encore une fois, je dis que l'Académie nationale de chirurgie est un espace de liberté, mais il est certain que monsieur n'est absolument pas, que ce soit la CNAM ou les sigles que vous avez, n'est pas responsable de l'état sanitaire actuel. On ne va pas maintenant vous coller le Covid, la Covid-19 sur l'épisode. Je vais finir par regretter l'absence de Thomas Fatto. Non, mais vous voyez, je prends un peu votre... Merci. Alors, vous répondez, répondez, et ensuite, monsieur Bizarre. Un mot, alors, puisqu'il ne faut pas faire politique, je citerai une phrase qu'avait dit un président américain, on ne fait pas ces choses-là parce qu'elles sont simples, on les fait parce qu'elles sont compliquées, et c'est précisément parce qu'elles sont compliquées qu'il faut faire des expérimentations. Voilà. Après, on peut dire, c'est compliqué aujourd'hui, il y a plein d'autres priorités, et on l'entend, et les établissements avec lesquels on travaille ça fait partie aujourd'hui du retard sur cette expérimentation, mais il y en a d'autres. Mais si on ne s'y met pas, et on voit, une expérimentation, ça sert aussi à se tromper, et en se trompant, à apprendre et à faire évoluer les choses. Donc évidemment, on a cette idée-là de pouvoir faire avancer les choses. On est sur un temps un peu plus long, parce que même si on le fait plus tard en disant on aura résolu les problèmes, ce ne sera pas plus simple plus tard. Par contre, tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les difficultés, tous les échanges, un certain nombre d'expérimentations fonctionnent.
il n'y en a aucune dont quel que soit l'avis, quand on est sur de l'évaluation d'expérimentation organisationnelle, il n'y en a aucune dont l'évaluation dit c'est formidable, il faut faire ça. En général, c'est toujours gris clair, gris foncé, et l'intérêt c'est d'essayer de prendre des éléments dans ces expérimentations. Et simplement, plus on s'y met tard, plus ce sera difficile à faire. Et voilà, c'est ça l'enjeu. Après, je pense que sur cette expérimentation-là, encore une fois, il y a des choses qui sont en cours. On attend le lancement, mais il y a déjà des recueils de données qui sont en place. Il y a des établissements qui ont mis en place certains protocoles. Pas tous ensemble, évidemment, mais c'est en cours. Et simplement, si on attend, de toute façon, la difficulté, elle ne va pas diminuer. Donc c'est l'enjeu aussi de pouvoir tester les choses et puis d'en tirer les enseignements sur un petit nombre d'établissements avant de voir ce que ça pourrait donner à plus grande échelle, si tant est que ce soit pertinent de le faire. Merci Monsieur Tajmadi. Monsieur... Non, mais je crois qu'on partage tous les objectifs à atteindre, la meilleure coordination ville-hôpital, mais le problème c'est que l'outil financier dans ce cas-là est un mauvais outil parce que le problème est vraiment structurel. Donc si, et on a aggravé le problème avec des GHT qui éloignent en fait les directions des établissements, qui empêchent les établissements d'avoir la main mise sur leur organisation et leur investissement. Donc dans le contexte actuel, à la fois de formation initiale, où la plupart des médecins sont quand même formés à l'hôpital et connaissent moins bien la ville, de l'organisation, on va dire, technocratique de notre système, si on garde cette camisole technocratique au-dessus des établissements, vous pouvez toujours essayer de mettre de l'huile dans les rouages à travers, on va partager le financement. En fait, vous aggravez les choses, parce que clairement, le partage du financement ville-hôpital, à partir du moment où il y a du bonus à se partager, je pense que c'est moins problématique, et encore. Mais quand vous avez un malus à répartir, ça devient juste infernal. Donc c'est des choses extrêmement pratiques qu'il va falloir régler. Donc je pense que d'une part, on ne va pas régler les problèmes type coordination, mais on va les aggraver. On a un exemple en ville avec ça a été lancé en 2009, les CAPI. On a quand même un petit peu de recul par rapport à ça. Et globalement, on voit qu'il y a énormément d'argent de mis. Il y a plusieurs centaines de millions d'euros de mis sur les médecins doivent cocher. Est-ce que vous avez affiché l'heure dans votre cabinet? Est-ce que vous avez bien pris la température quand on vous le demande? Bref, en général, des choses qui sont plutôt dans les missions premières des hôpitaux. Et on voit que finalement, les 2/3 des médecins vous disent, mais moi, ça ne change rien. Moi, je remplis les cases. Mais donc, c'est un côté déresponsabilisant et infantilisant, donc des effets pervers que l'on connaît, mais qui l'emportent. C'est toujours la chose. Mais encore une fois, moi, j'ai aucun intérêt à être pour ou contre. Je constate, je regarde les choses. Donc, on voit toujours, c'est un beau principe, d'abord intellectuel, être mieux payé si on performe mieux. Sauf que dans la réalité, les effets pervers l'emportent. Monsieur Bizarre, je vais vous laisser maintenant 10 secondes, puisque le paiement à l'acte, argument contre, quels sont les 3 mots-clés que vous retiendrez pour les arguments contre le paiement à l'acte? Vous avez 10 secondes. Le paiement à l'acte n'est adapté que pour les soins courants. C'est le meilleur des systèmes pour les soins courants. C'est un système inadapté pour une prise en charge de patients chroniques, de parcours de soins ou si on veut, d'épisodes de soins. Donc voilà, c'est la pluralité des modalités de paiement qu'il faut avoir. Les 10 secondes sont terminées, je vous remercie. Monsieur Tajmadi, vous avez aussi 15 secondes. Là, il faut que ce soit... Sur le paiement à l'acte. Oui, sur le paiement. Pourquoi vous êtes pour? Défendez-vous. Le paiement à l'acte ou le paiement à l'épisode de soins? Pardon, pas le paiement à l'acte. Pourquoi je suis pour? Je suis pour parce que je pense que c'est pas le paiement, la dynamique autour de la mise en place d'un paiement et d'une réflexion sur les parcours et sur l'épisode de soins, et ça n'est pas de la langue de bois, c'est simplement parce que si on ne fait pas cette réflexion-là, on n'avancera pas. C'est une façon de faire travailler ensemble des acteurs, la ville, l'hôpital, qui ne travaillaient pas ensemble avant, qui travaillaient de façon différente, et dans ce projet, ça fait partie des choses qui arrivent, et même si les pires choses qui arrivent, qui sont prévues par M. Bizarre, et dont je pense qu'elles ne se produiront pas, ou avec une intensité beaucoup moindre, au moins on aura gagné cette réflexion, et il y a des choses qui se passent sur le terrain aujourd'hui, y compris dans ces discussions. Je vous remercie tous les deux. Bravo. Merci. Je peux reprendre la place de président. Merci bien.
Allez-y, vous introduisez le... Moi, je vais quand même dire mon petit mot sur le paiement à l'épisode du soin. Moi, je suis ni pour ni contre, mais je vais répéter un petit peu ce que disait Thomas Fatome dans l'interview, c'est qu'il faut être ouvert aux innovations. Et puis, puisqu'il y a des expérimentations en cours, attendons le résultat de ces expérimentations. Il ne faut pas être dogmatique. Attendons et puis on verra et on prendra conjointement la décision en fonction de ces expérimentations. Allons-y.